Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du quart d'heure littéraire, l'émission qui vous permet de faire croire à vos amis que vous avez une certaine culture littéraire, alors qu'il vous est impossible de vous rappeler à quand remonte la dernière fois que vous avez ouvert un livre. Et aujourd'hui c'est du côté de la tragédie que nous allons aller, avec une histoire inventée par les Grecs, reprise par les Romains, puis par certains auteurs français tels que Racine. Il s'agit du mythe de Phèdre. Mais qui est Phèdre ? Qu'est-ce qui fait que son histoire intéresse encore près de 2500 ans après qu'elle a été conçue ? Le mieux est encore de l'écouter se présenter elle-même. Trite dego dustenos os apollumai, nous dit la Phèdre d'Euripide, ce que l'on peut traduire par « c'est la troisième et la plus misérable que je péris ». Stilpem perosa solis invis Venus, nous dit la Phèdre de Sénèque, que l'on peut traduire par « Vénus éprouve une haine absolue pour la descendance du soleil qu'elle déteste ». Et enfin, puisque Vénus le veut, de ce sang déplorable, je péris la dernière et la plus misérable, c'est ainsi que se présente la Phèdre de Racine. On remarque quelques similitudes entre le texte de Racine et celui des deux autres auteurs. Cela ne devrait pas vous étonner, si vous avez vu le premier épisode, d'ailleurs si ce n'est pas le cas, regardez-le, vous vous rappellerez que Racine était un partisan des anciens, et donc qu'il s'inspirait des auteurs antiques. Toutefois, on remarque au niveau du titre un certain glissement. En effet, celui d'Euripide était focalisé sur le personnage masculin d'Hippolyte, tandis qu'à partir de Sénèque, c'est Phèdre elle-même qui passe au premier plan. Oui, enfin, ralentis un peu. Qu'est-ce que ça veut dire la troisième ? C'était qui, les deux autres ? C'est vrai que c'est plus logique de commencer par là. Alors les deux autres sont des membres de sa famille. Il s'agit de sa mère Pasiphae et de sa sœur Ariane. Non, pas cette Ariane-là, même si c'est vrai que là aussi, on peut parler de tragédie pour les oreilles de dizaines de milliers d'enfants des années 90. Alors évidemment, la question qu'on peut se poser ensuite, c'est combien pu faire ces trois femmes à Vénus pour qu'elle leur en veuille autant et qu'elle s'acharne à ce point sur elle ? Et la réponse est rien du tout. Elles n'ont strictement rien fait. En effet, Ariane et Phèdre n'étaient même pas nées, et Pasiphae ne l'était peut-être pas encore, quand Vénus, faut l'avouer, quand Vénus s'est vraiment fait avoir. Le vrai coupable de sa colère, c'est le père de Pasiphae, à savoir le soleil. Mais se venger sur la descendance du soleil a semblé plus logique à Vénus, on va pas juger. D'accord, mais qu'est-ce qui lui a fait le soleil ? Avant de répondre à cette question, il faut se demander qui est Vénus. C'est, pour simplifier, l'équivalent latin d'Aphrodite. Il s'agit donc d'une déesse du panthéon gréco-romain. Mais ce n'est pas n'importe laquelle. Elle est la déesse de la beauté et de l'amour, et elle est aussi considérée comme la plus belle des déesses. Et son mari n'est autre que le sublime Vulcain, c'est-à-dire l'équivalent latin d'Héphaïstos, le dieu qui, entre autres, forge les éclairs pour Zeus Jupiter. Bref, là encore, ce n'est pas n'importe qui. Mais le problème de Vulcain, c'est qu'il est laid, tellement laid qu'il boite. Quel est le rapport entre la laideur et le fait de boiter, me direz-vous ? Bien écoutez un peu ça. Eh bien, s'il boite, c'est parce que sa mère, Héra ou Junon, l'a tout simplement balancé du haut du mont Olympe, dans la résidence des dieux, pour ne plus s'infliger sa laideur, tant la difformité de son propre fils l'a dégoûté. Meilleure maman du monde. Essayez après ça d'avoir des relations normales avec votre mère. Pensez-y la prochaine fois que vous vous disputerez avec elle, au moins elle ne vous a pas balancé du haut d'un immeuble. Toujours est-il que c'est ce qui a définitivement brisé la première jambe du dieu. Comment s'est-il brisé la deuxième ? Eh bien en prenant la défense de sa mère. Oui, celle qui, peu de temps auparavant, l'avait jeté du haut de l'Olympe, contre son père Zeus. Lequel n'a pas vraiment apprécié la critique, et pour remettre le fiston à sa place, a eu l'idée, là aussi, de le jeter du haut de l'Olympe. Meilleur papa... Ouais, non, là c'est lourd et pas très drôle. Bref, pour des raisons que je ne vais pas développer ici pour éviter de faire la digression de la digression d'une digression,
Vénus a été forcée d'épouser un dieu qui n'était pas spécialement à son goût. Et bien entendu, comme à chaque fois qu'il s'agit d'un mariage forcé, Vénus est tombée éperdument amoureuse de son mari. Évidemment, elle est surtout allée trouver du réconfort dans les bras d'un bellâtre belliqueux, à savoir Mars, qui est, pour simplifier à l'extrême, l'équivalent latin d'Arès, le dieu de la guerre. Le problème, c'est que nos deux amants ne sont pas spécialement discrets, et que Hélios, le dieu du soleil, finit par les voir. Et celui-ci, tel une grosse balance, va tout raconter à Héphaïstos, dont le métier, ne l'oublions pas, est forgeron. Celui-ci forge donc des chaînes qu'il va cacher dans le lit de Vénus. Ainsi, lorsqu'elle et Mars commenceront leurs ébats, ils vont se retrouver pris au piège, et Héphaïstos aura tout le temps d'aller chercher les autres dieux pour leur montrer l'infidélité de sa femme, tout en inventant par la même occasion le revenge porn. Comme vous vous en doutez, Vénus n'a que peu apprécié ce moment d'exhibitionnisme forcé, et a décidé de se venger du soleil. Elle lui a d'abord interdit de se rendre dans certaines parties du monde comme Dunkerque, mais elle a surtout lancé une malédiction sur ses descendants. Vénus va les condamner à des amours honteuses, voire monstrueuses, afin d'apporter le déshonneur sur la famille du soleil. La première victime de la vengeance de Vénus est la fille du soleil, Pasiphae. Celle-ci est mariée au roi de Crète et futur juge des enfers, Minos. En Crète, l'une des créatures les plus vénérées est le taureau. Et Minos était censé sacrifier à Neptune ou Poséidon, le dieu de la mer, un grand taureau blanc. Mais il trouva l'animal si impressionnant qu'il décida de sacrifier au dieu un autre taureau beaucoup moins prestigieux. Poséidon décida alors de se venger à travers sa femme Pasiphae. On le voit, c'est une seconde cause des malheurs qui arrivent à Pasiphae. Et dans les deux cas, alors qu'elle est innocente, c'est elle qui va prendre. Ce qu'il arriva à Pasiphae, eh bien, dès qu'elle vit le taureau, elle en tomba instantanément. C'est là que le mythe vire un peu au trash, car Minos va demander à son architecte de lui construire une fausse vache en bois, creuse, dans laquelle Pasiphae va pouvoir se cacher afin d'assouvir son désir. Plutôt sympa le mari quand même, hein. Et 9 mois plus tard, Pasiphae donne naissance à une créature mi-humaine, mi-taureau, qu'on va appeler le taureau de Minos, à savoir le Minotaure. Minos s'empressa de cacher cette abomination en demandant à son architecte Dédale de lui construire cette fois-ci un endroit spécial afin que le Minotaure n'en puisse jamais sortir. Ce sera le célèbre labyrinthe. Les années passent, et Minos a 2 filles de Pasiphae, Ariane et Phèdre. Le Minotaure, quant à lui, est toujours vivant, et pour le nourrir, Minos fait venir 7 jeunes femmes et 7 jeunes hommes tous les 9 ans que la cité d'Athènes est obligée de lui fournir. Un jour, Thésée, le fils du roi d'Athènes Égée, décide, pour montrer sa bravoure, de faire partie des 14 victimes choisies. Lorsqu'il débarqua en Crète, Ariane tomba immédiatement amoureuse de lui, et décida que pour lui, elle trahirait son père et sa patrie. Ainsi, la vengeance de Vénus se poursuivait. Ainsi, c'est grâce à elle que Thésée peut sortir du labyrinthe, grâce au célèbre fil qu'Ariane lui a donné, et qui évite à Thésée de se retrouver coincé et perdu dans le labyrinthe une fois qu'il a tué le Minotaure. En effet, Thésée est le héros typique qui ne fait qu'une bouchée de ce genre de monstre. Une fois sorti, Thésée s'enfuit en bateau avec Ariane, mais aussi avec la petite sœur, Phèdre. Ils vont faire une pause sur l'île de Naxos. Et là, Thésée va faire preuve d'une classe magistrale. Si Ariane lui a donné le fil pour qu'il puisse sortir du labyrinthe, c'est parce que Thésée lui avait promis qu'il allait l'épouser. Tandis qu'ils sont sur Naxos et qu'Ariane est partie en balade, Thésée lève les voiles et l'abandonne. En effet, il lui préférait Phèdre, plus jeune et donc plus à son goût. D'autant qu'à ce moment-là, Thésée est déjà un homme d'âge mûr. D'ailleurs, quelques années plus tard, alors qu'il aura épousé Phèdre et eu d'elle des enfants, et qu'il tournera en gros autour de la 50aine, il va essayer d'enlever Hélène, la plus belle femme du monde, et qu'on retrouve aux origines de la guerre de Troie.
Sauf qu'à ce moment-là, Hélène n'a même pas 12 ans. Bon, et après une intro qui fait presque les 2/3 de l'épisode, on va pouvoir commencer à traiter le sujet? Certes. Car les années passent, et comme nous l'avons dit, Phèdre et Thésée ont des enfants. Thésée est entre-temps devenu roi d'Athènes. En effet, quand il rentrait de son expédition de Crète, il a oublié de mettre une voile blanche pour prévenir de son succès. Si c'était une voile noire, cela voulait dire qu'il avait échoué, et donc qu'il était mort. Persuadé de la mort de son fils, Égée s'est jeté dans la mer, qui depuis porte son nom. Thésée, on l'a vu, n'est pas le plus fidèle des maris. D'autant qu'il a déjà un fils, Hippolyte, qu'il a eu d'Antiope, la reine des Amazones. Hippolyte est à peine plus jeune que Phèdre, mais Hippolyte est orgueilleux. Il rejette toute idée d'amour, et donc sa déesse, Aphrodite ou Vénus. Celle-ci va alors décider de faire d'une pierre deux coups. Elle va donner une leçon à Hippolyte, tout en continuant sa vengeance sur les descendantes du soleil. Ce qu'il se passe, là encore, c'est Phèdre elle-même qui en parle le mieux. Mon mal vient de plus loin. À peine, au fils d'Égée, sous les lois de l'hymen, je m'étais engagé. Mon repos, mon bonheur semblaient être affermis. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis. Je rougis. Je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus. Je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps et transir et brûler. Il est important de bien regarder le texte ici, afin de voir le tour de force de Racine, car on a absolument tout ce qu'il faut pour exprimer le coup de foudre. Tout d'abord, on remarque l'énumération de verbes au passé simple, qui vont traduire la rapidité de l'action. De plus, cette énumération est en rythme ternaire, ce qui permet d'intensifier les sentiments de Phèdre, avec de plus la rime interne, grâce au choix de terminaisons similaires, qui permettent d'insister sur cette action. L'opposition ensuite sur l'hémistiche, c'est-à-dire au milieu d'un vers, qui permet d'insister sur le trouble évoqué par Phèdre, idée d'opposition que l'on retrouve plus bas dans le groupe coordonné et transir et brûler, transir signifiant avoir froid, qui montre bien le caractère contradictoire du sentiment amoureux. D'autant que l'opposition est bâtie sur un chiasme, c'est-à-dire ce croisement, l'idée de la vision est en effet aux extrémités, tandis que les couleurs sont au centre, ce qui crée une sorte d'effet miroir et qui renforce cette opposition. Enfin, le trouble de Phèdre est double. Il est d'abord physique, avec le champ lexical du corps et des sensations, mais aussi intérieur. Elle évoque son âme et met en avant la perte de sa raison. De plus, ses yeux sont personnifiés, elle ne les contrôle plus, ce qui renforce bien cette idée de trouble physique. Et tout ça en 4 malheureux vers de 12 syllabes. Racine a juste tué le game de l'expression du coup de foudre. Ce sont d'ailleurs ces qualités littéraires qui ont sauvé la pièce de Racine, car celle-ci a été l'objet d'une véritable cabale. En effet, Racine avait des ennemis, et ceux-ci ont tout fait pour que sa Phèdre soit un échec. Ils ont alors demandé à un autre auteur, Pradon, d'écrire une autre Phèdre, afin que celle-ci sorte en même temps que la pièce de Racine. Ensuite, ils ont loué toutes les places des 2 salles qui jouaient les 2 pièces, en n'allant pas là où était jouée celle de Racine, afin de faire croire à un bide. Mais très vite, le public a compris la médiocrité de l'autre Phèdre, laquelle avait été écrite en à peine 3 mois, et est retourné vers la pièce de Racine. Et de fait, Phèdre est un de ses plus grands succès. D'ailleurs, si vous lisez la pièce, ou mieux encore si vous allez la voir au théâtre, vous comprendrez aisément pourquoi. Mais revenons au personnage de Phèdre. Celle-ci est dans une situation impossible. Elle est amoureuse du fils de l'homme auquel elle est mariée. Voyons comment elle va s'en sortir. Suspense insoutenable, n'est-ce pas? La suite et la fin de ce mythe et de ses adaptations littéraires les plus célèbres sera l'objet de la prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires ou en mettant un pouce bleu. Pour savoir au plus vite quand sortira le 3e épisode, pensez à vous abonner à la chaîne, ou encore à la page Facebook, ou aussi au compte Twitter. Quant à moi, je vous dis à la prochaine!